Bonjour tout le monde. Merci d'être venu, ça me fait très plaisir de vous voir ici à la fin de la journée. Merci beaucoup, vous motivez. J'espère que le sujet vous intéresse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre retour d'expérience sur l'optimisation du temps de démarrage d'une application Legacy, donc l'application Spring, qui dans cette salle fait Java, Spring, Spring Boot. Vous êtes au bon endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ni Java ni Spring Boot ou un des... Très bien. La conf va être donc il y aura des détails un peu techniques, donc ça serait bien, vous ne serez pas perdus. Je m'appelle Daria Evrieux, je suis architecte logiciel avec 20 ans d'expérience, donc je fais beaucoup de Java au MIPICIB. Et vous pouvez trouver mon blog ou mon compte sur GitHub. Donc, il y a une conf similaire que j'ai fait il y a un moment. Vous pouvez trouver les éléments concernant cette conf sur mon compte GitHub. Donc, je travaille au MIPICIB. Quelques mots sur mon employeur. C'est un groupement d'intérêt public avec à peu près 1400 collaborateurs en France. On a plusieurs antennes en France. Notre mission, c'est accompagner la transition numérique des acteurs publics et du secteur privé aussi, en garantissant un cadre éthique et responsable. Donc, notre stand est bien dans le hall. Si vous voulez discuter avec nous ou poser des questions sur nos activités, on recrute, on vous attend. Ça nous fera très plaisir de vous voir. Maintenant, les méthodes d'optimisation d'une application Java, Spring. Donc, il existe un certain nombre, vous pouvez voir la liste non exhaustive de méthodes qu'on peut appliquer à une application. D'ailleurs, j'explore dans une autre conf cette méthode-là sur un projet démonstration. Donc, en effet, ces méthodes marchent très bien sur un projet de démonstration. Par exemple, un projet Pet Clinic de Spring, c'est un type de projet. Et on sait bien que ça marche. Ça s'applique super bien, pas de problème, tout tourne. Alors, la question qu'on s'est posée avec mon équipe, OK, comment ça va marcher pour un projet réel, un projet qui est en prod, un projet qu'on peut appeler Legacy, qui existe depuis des années, qui est en trace de passage de toutes les technos, de toutes les évolutions, de tous les changements de direction, et forcément ça s'accumule, voilà, on a des techniques, tout ça. Comment ça se passe? Donc je vais vous donner les premiers éléments de réponse. Donc, notre projet, c'est une exploration. Ce qui nous intéressait, c'est quelles sont les contraintes d'application de chaque mode d'optimisation. Est-ce qu'on peut accepter ces contraintes? Est-ce qu'ils sont acceptables dans notre cas d'usage? Et quels problèmes on peut rencontrer? Est-ce qu'on peut les surmonter? Et on a une bonne raison d'optimiser le temps de démarrage de notre application parce que donc, le programme Open, ce qui est le plan stratégique pour les systèmes d'information hospitalière, nous impose un taux de disponibilité à 3,9 ou 40 minutes d'indisponibilité par mois. Donc notre application sur laquelle je travaille, c'est un DPI, un dossier patient informatisé, qui gère beaucoup d'aspects de prise en charge d'un patient et beaucoup d'autres choses encore. Pour vous donner une idée, il y a 3 millions de lignes de code dans cette solution. Donc, vous laissez imaginer la richesse du métier. Donc, notre solution est composée en modules. Et un des modules qu'on a pris pour notre expérimentation, donc lui, il démarre en 3 minutes. Donc, ce temps-là contribue directement au temps d'indisponibilité de système, de solution globalement. Avant d'attaquer le suite de notre présentation, je vous propose de voir un peu en détail comment fonctionne Java, Spring Boot, qu'est-ce qui se passe au démarrage. Ça va me permettre à mieux comprendre sur quoi agit chaque méthode d'optimisation. Donc, commençons par démarrage ou chargement de classe. Avant que la classe puisse être exécutée, il se passe beaucoup de choses. Pour donner une idée de comparaison, imaginez vous partez en voyage. Donc, il faut que vous préparez votre valise. Donc, vous ouvrez grand débat à la carte.
et vous inspectez le contenu de votre placard pour savoir alors les affaires que je compte prendre, est-ce qu'ils sont toujours à leur place, est-ce qu'ils sont en bon état, est-ce qu'ils s'accordent bien entre eux, est-ce que mon sabre à laser dont j'ai besoin, il fonctionne toujours. Très bien. La GVM fait à peu près la même chose. Il cherche physiquement une classe, donc chargement, qui se trouve typiquement dans un jar ou dans un var. Et après une phase de liaison avec cette sous-étape, donc la vérification. Est-ce que la classe est de la bonne version? Est-ce que la structure de bytecode est bonne? Après préparation. Est-ce que on alloue la mémoire, on crée des tables virtuelles, etc. Et l'étape finale de liaison, qui est optionnelle, on résout, donc j'ai même résolu les références symboliques vers d'autres classes, méthodes, etc. Et l'étape finale, initialisation. La JVM initialise les variables statiques et exécute les blocs statiques de code. Et donc tout ça, ça se fait à chaque fois que la JVM rencontre une classe dans le code. Donc c'est un langage dynamique. Et toutes ces étapes, vous pouvez imaginer, ça prend du temps. Après, on passe à l'étape de à l'exécution, qu'est-ce qui se passe avec notre bytecode. Donc là, j'avais la chargée, et chaque instruction du bytecode est exécutée de manière séquentielle. Bon, c'est comme vous prenez le guide d'utilisation de votre sabre à laser, et vous regardez alors à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne. Donc du coup, c'est peut-être pas très efficace au combat. Heureusement, j'ai même fait les optimisations en interne. Donc, il récolte les données de profilage, toutes les statistiques concernant l'exécution de chaque instruction du bytecode. Ces données de profilage sont utilisées par le compilateur intégré dans la JVM, qui s'appelle Just-in-Time Compiler. En fonction de fréquence d'exécution de chaque bout de code, donc les bouts de code chauds, donc avec le données profilage, la JVM détecte les points chauds, les hotspots, d'où le nom de la JVM. Et dès qu'il détecte, il les compile, donc le compilateur les compile en code natif. Ce qui fait que la prochaine fois, il n'y a plus d'interprétation, c'est le code natif qui est exécuté directement. Plus l'application est utilisée longtemps, plus l'instruction chaude, la JVM détecte, et plus l'exécution d'application devient performante. C'est ce qu'on appelle échauffer la JVM. Maintenant, Spring Boot. Il fait aussi des choses pour pouvoir exécuter l'application. Donc, quand vous préparez votre valise, vous préparez les affaires en fonction des conditions, des critères. Vous sélectionnez vos affaires en fonction de ce qui va se passer. Est-ce que c'est un voyage d'affaires? Est-ce qu'il y aura un bagarre? Donc, du coup, je prends ça par laser, bien sûr. Donc, du coup, Spring, il fait aussi sa liste de voyages. Il prend la configuration, donc il gère la conf, le code, et à base de ça, il construit sa liste, son métamodèle, avec les descriptions des bins qui sont dedans. Donc c'est la classe bin definition. Et après, il les instancie. Du coup, l'application est prête à l'exécution. Et lors de déroulement de toutes ces étapes, donc le Spring émet les événements. Ça commence par application starting event et ça termine par application ready event. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Les événements qui nous intéressent, qui concernent le contexte, c'est contexte refreshed event. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans Spring qui se basent sur certains événements. C'est le moment où le contexte d'application est prêt à l'utilisation. Tous les définitions de bits sont chargés et sont instanciés, initialisés. Et les méthodes d'optimisation qu'on va voir, donc Spring a choisi cet événement pour s'intégrer avec ces méthodes. On va voir comment. Alors, maintenant, je vais vous parler de notre application. Donc, qu'est-ce que je veux mesurer et comment je veux mesurer.
qui est la mesure qui m'intéresse le plus, c'est le temps de démarrage. Et donc c'est le temps pour servir un premier appel HTTP. Il y a d'autres mesures que je regarde, juste par curiosité, pour voir est-ce qu'il y a l'amélioration ou l'inversement. Donc je regarde l'empreinte mémoire, donc c'est toute la zone, toute la mémoire dont la JVM a besoin, donc le processus de la JVM a besoin pour fonctionner, la taille du livrable et le temps de construction. Donc ce qui m'intéresse dans le taille du livrable, c'est l'application elle-même, donc en mode Java, donc soit jar, war, et ses dépendances. Le temps de démarrage, je mesure vraiment le moment, donc la différence entre le moment où je démarre mon application et le moment où l'application a pu servir son premier appel. Et l'empreinte mémoire, j'utilise RSS, donc Resident Set Size. C'est une utilité Linux qui me permet de mesurer toute la quantité de données occupées par un processus dans la mémoire vive, donc dans le RAM. Et notre application, donc je vous présente brièvement ce que c'est. Notre cible, c'est Java 17. On est sur Spring Boot 3. Donc on a un peu de legacy. On a des pages GSP. Et on a des API REST. On utilise des composants standards de Spring, par exemple le String Data, Actuator. Et on a beaucoup de composants propriétaires. Et donc le temps de démarrage que je mesurais, c'était presque 3 minutes, donc 3 gigas de RAM. Une application assez large, 8 minutes pour construire et presque 300 mégas livrable lui-même. Je fais mes mesures sur la même machine, 4 CPU, 2 Go de RAM, donc sur une machine Linux. Et maintenant, avant que je vous présente mon appli, donc, je me suis dit, avant d'attaquer les méthodes, ça serait bien de savoir ce qui se passe au démarrage concrètement. Donc on optimise, mais on ne sait pas ce qu'on optimise en fait. Et pour le savoir, il faut plutôt plonger dans l'étude de ce qui se passe au démarrage. Heureusement, Spring nous propose des outils pour faire ça. C'est des classes qui permettent d'instrumenter l'application pour extraire en détail les événements qui se passent au démarrage. Voici le graphe typique. Donc, il n'y a pas tous les événements, juste un sous-ensemble des événements qui peuvent se passer au démarrage. Donc on trouve Start, Ready, et les événements peuvent être imbriqués. Par exemple, le contest refresh, c'est l'ensemble de l'installation de toute Libin. Maintenant, comment on peut obtenir cette information? Il y a deux façons. Soit on utilise une classe instrumentation spécifique, on cumule tous les événements dans un buffer, et on peut le récupérer en format JSON en utilisant un endpoint d'un actuateur. Soit on peut utiliser plutôt le format binaire, donc on peut utiliser le format de Flight Recorder. Donc Flight Recorder, c'est un outil de profilage et de collecte d'événements intégré au GDK. Donc, et comme ça, avec notre classe spécifique d'instrumentation, les enregistrements sont directement dans l'enregistrement avec Flight Recorder. Là, le gros avantage de Flight Recorder, c'est qu'on peut corréler ce qui se passe au démarrage de l'application avec les événements de la JVM elle-même. Et on peut faire une analyse vraiment très poussée. Je ne vais pas présenter l'analyse complète. Moi, je fais l'analyse assez superficielle pour juste montrer ce qui se passe pour notre application au démarrage. Alors, Flight Recorder, on voit le chargement de la classe. Donc, notre application est assez large. Il y a à peu près 58 000 classes. Et donc, le temps de démarrage, qu'est-ce qu'il fait le JVM? Il fait charger progressivement toutes ces classes. Et ça prend du temps. Après, pour le démarrage Spring, donc j'ai analysé les étapes Spring, je vois que j'ai beaucoup d'événements. Les queues à démarrage, 12 000 à peu près. Et j'ai 7 000, presque 8 000 de bin, une seule application. Donc on se rend compte encore une fois de la taille de nombre de fonctionnalités dans la même application. Et puis on peut jouer avec ces données avec Flight Recorder ou, donc moi j'ai choisi aussi
ces données en JSON pour faire joujou avec. Et on peut, ce qui est chouette avec Flatrecorder, c'est on peut corréler avec les événements. Par contre, ce qui se passe chouette, on peut pas sortir ces données. On peut pas peut-être faire tout ce qu'on veut avec ces données dans Flatrecorder. Et on peut, en sortant le JSON séparément, on peut faire joujou avec le bibliothèque de notre choix. Donc, je fais ça avec Pandas et Python. Donc, je peux sortir, par exemple, le temps qui m'intéressait, c'est combien de temps on prend pour instancier tous les bins. Donc, on voit que c'est à peu près 1 minute 30, juste pour instancier les bins. Maintenant que nous sommes armés d'informations, ce qui se passe au démarrage, on peut attaquer les méthodes. Donc, dans notre expérimentation, on a regardé 3 méthodes qui sont compatibles avec notre cas. Donc, on s'exécute avec une JVM, on déploie sur une machine, on s'exécute sur une JVM. Commençons par Class Data Sharing. Donc, Class Data Sharing, c'est une archive avec les classes qui sont prêtes à l'exécution. Donc, toutes ces étapes qu'on a vues tout à l'heure, ça y est, ils sont passés. Et si je donne un parallèle, donc imaginez que quelqu'un, gentiment, a déjà, pour votre valise, a sorti toutes vos affaires, les a vérifiées, les a pliées, les a bien accordées, et les a bien rangées à un endroit. Et vous avez qu'à venir et les prendre et les mettre dans votre valise. Donc, l'archive CDS, c'est à peu près ça. Il existe un archive qui est mis en disposition par le GDK lui-même, donc qui contient les classes de base qui sont utilisées à peu près par toutes les applications, par exemple Java Lang, quelque chose. Et il est utilisé par défaut. Donc vous n'avez rien à faire, vous démarrez votre JVM, mais il est utilisé par défaut. Donc il y a une portion de la classe qui est déjà préchargée. Et on peut créer une archive spécifique à notre application. Donc avec 58 000 classes, ça peut être pas mal comme idée. Et pour entrer un petit peu en détail, donc il y a 2 types d'archives dites dynamiques ou statiques. Donc les noms sont un peu peut-être mal choisis. C'est juste pour dire que l'archive statique est chargée en premier et par-dessus, on peut charger un archive dynamique. Il n'y a que 2 archives maximum que la JVM peut prendre en compte. Donc soit on n'utilise que l'archive statique, c'est tout, soit on peut utiliser statique et dynamique par-dessus. Donc nous, on a expérimenté avec l'archive dynamique applicatif qu'on peut mettre par-dessus d'archives dynamiques, statiques. Pardon. Maintenant, les contraintes. Donc bien sûr, c'est pas gratuit. L'archive générée pour une plateforme ne peut pas être utilisée sur une autre. Le ClassPass, quand on crée une archive, il va être exact, identique. Ça veut dire on ne peut pas utiliser ni wildcard, ni répertoire. Et une archive générée pour une version de GDK ne peut pas être utilisée comme ça, sans rien faire, avec une autre version. Donc, si vous montez une version de GDK, il faut régénérer l'archive. Maintenant, en parlant de ClassPass, on ne peut pas utiliser les jars imbriqués. Et là, vous vous êtes dit, alors, Spring Boot, ce sont des jars imbriqués. Comment faire? On va voir ça tout à l'heure. Dans le cas de Spring Boot, et Spring tout court, on peut créer un déploiement décompressé. Ça nous permettra de créer une classe exacte, statique, qui ne bouge pas. Et pour ça, Spring met en disposition un outil qui est intégré aujourd'hui dans Spring Boot à partir de la version 3.3, un mode spécifique de jar mode qui est Tools. Donc, on lance juste un programme, on prend notre jar qu'on a généré, et on le lance en mode spécifique avec jar tools, et ça nous génère, ça n'exécute pas le programme, ça nous génère le déploiement décompressé. Et voilà, c'est ce que génère à peu près. Donc, on dit où placer le déploiement décompressé, ça nous crée notre jar exécutable sans les dépendances, et les dépendances, il les met à côté.
Donc, première étape, générer l'archive. Maintenant, comment on l'utilise? Il y a deux façons de le... Pardon. D'abord, il faut le créer. Donc, je dis comment, excusez-moi. Maintenant, comment on le crée avec Spring ou juste un mode... c'est un Spring Guito. Cette mode d'optimisation peut être utilisé avec n'importe quelle application Java, pas forcément Spring Boot. Donc, en mode pur Java, on juste donne un coup de flag pour dire quand l'application va sortir, génère-moi, la JVM génère-moi une archive. Et pour Spring, il y a un flag spécifique qui dit à l'application Spring Boot, en refresh, un événement qu'on a vu, sort et génère-moi, donc la JVM va gérer l'archive. Maintenant, l'utilisation, c'est très simple aussi, une flag spécifique pour dire utilise telle archive dynamique. Attention, il faut toujours utiliser notre déploiement décompressé. Pour notre application Legacy, donc c'est nos problèmes. Dans votre cas, ça se trouve, ça va être complètement autre chose. Je vous fais part des problèmes qu'on a eus. Donc la génération d'archives, les fonctionnalités, la manière dont les archives sont générées et les classes sont mises dedans, ne sont pas les mêmes. Donc la fonctionnalité évolue dans le temps. Donc notre cible, c'est GDK 17, et l'archive, il n'est pas généré pareil pour GDK 21. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités intéressantes dans GDK 21. Donc, par exemple, on peut régénérer l'archive de manière dynamique si la version de la JVM monte, ou par exemple, dans la version GDK 17, la version de bytecode Java 6 n'était pas prise en compte. Par contre, dans GDK 21, sur certaines conditions, la classe peut être prise en compte dans une archive CDS. Donc, ce que j'ai fait, ce que notre équipe a fait, on a monté la version de GDK pour l'expérimenter. Maintenant, tous les autres problèmes ont tourné autour d'utilisation d'outils de décompression. Donc, on n'était pas sur Spring 3.3. Pour pouvoir s'utiliser, il faut monter la version. C'est ce qu'on a fait, pas de souci. Maintenant, notre application, c'est un WAR, parce qu'on a des JSP. Et c'est pas compatible avec l'outil de décompression. Donc, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à vous. Moi, ce que j'ai fait, parce que j'avais besoin d'avancer, j'ai juste bidouillé le WAR pour que ce soit pris en compte, tout simplement. J'ai déplacé les dépendances, tout va bien. Bon, le résultat, je ne peux pas utiliser ce WAR pour déployer sur 34, par exemple, mais ce n'était pas mon but, je voulais juste avancer. Les options plus pérennes, ça serait soit ne pas utiliser l'outil de décompression de Spring Boot et faire ça nous-mêmes, c'est tout à fait possible. Et la dernière version, transformer votre WAR en jar. Donc ça demande un petit peu, donc les deux options demandent un petit peu plus de travail. Et un petit détail qui était embêtant. Donc le Spring Boot met un script de démarrage au début du jar. Il met un script de démarrage pour les systèmes Unix, Linux, etc. Et cet outil n'aime pas ce script de démarrage. Il faut tout simplement l'enlever avec coup de configuration. Et tout se passe bien, ça se décompresse après. Maintenant, je vous présente donc, j'ai réussi à créer l'archive. Et voici le rapport qui est généré par un outil open source qui analyse le chargement de classe, donc le log de chargement de classe au début au démarrage de votre application et qui vous dit, donc, qui sort des statistiques, comment votre ACDS est utilisé. La bonne nouvelle, c'est que les statistiques sont plutôt sympathiques. À peu près 70% de classes sont chargées depuis le cache, donc depuis l'archive. Ils sont plus chargés depuis les jars, WAR, etc. Et notre package applicatif domine presque dans la liste des packages des classes qui étaient chargées depuis le cache. Et le résultat plus formel, donc j'ai obtenu le gain de 57% d'amélioration de temps de démarrage. Donc on est passé de presque 3 minutes à 1 minute, quelque chose. Ce qui est bien. Donc, on était content.
Et il y a aussi l'effet de diminution d'empreinte mémoire logique. On n'utilise plus le mémoire GVM, on utilise l'archive qui est mise à disposition. En contrepartie, donc cette archive, il faut le déployer, il faut le livrer. Donc la taille de livrable augmente, c'est presque double de notre jar compressé. Maintenant, une autre méthode. Je passe à une autre méthode. C'est Spring Ahead of Time, donc IoT. Ne pas confondre avec IoT de la GVM. C'est vraiment un terme spécifique à Spring Boot. Qu'est-ce que c'est Spring IoT? C'est une étape spécifique dans la construction de votre application. Et pendant cette étape-là, Spring démarre l'application. Il fait sa liste de courses. Voilà, il a sa liste de liste de voyage. Il ingère la configuration, il crée le métamodèle, etc. Mais il s'arrête là. Donc il crée le métamodèle. Et pour ce métamodèle, pour cette description des bins, qu'est-ce qu'il fait? Il génère le code. Donc il prépare ce code-là. Il va être compilé, il va être utilisé au démarrage de l'application. Donc imaginez pour votre valise de voyage, c'est comme si vous préparez votre liste de voyage pour chaque occasion d'avance. Et vous n'avez pas encore analysé. Alors, qu'est-ce que c'est comme voyage, tout ça? Vous prenez votre liste, ok, les éponges, camping, tout ça. Donc, très bien. Et le Spring IoT génère 3 types d'artefacts. Donc, il génère le code pour la création des bins, c'est ce qui nous intéresse dans le mode GVM. Et il génère aussi 2 autres artefacts qui sont utilisés plutôt en mode natif. Donc, il génère le bytecode pour créer les proxys. Donc, le truc dynamique en mode natif, on ne peut pas savoir. Et il fait les hints. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup. C'est juste le truc qui donne l'instruction à image native. Quels d'autres types de classes on utilise et qu'on, par exemple, charge par réflexion ou autre. Donc, le comportement dynamique de Java, il faut le préciser pour l'image native. Il faut préciser qu'aujourd'hui, Spring IoT, son objectif final, c'est pas vraiment utilisé sur la GVM, mais d'aller plus loin et générer une image native où on voit vraiment tous les avantages de transformation en code natif de l'application Java. Mais on s'est arrêté sur le mode GVM, donc on s'est dit, on a vu qu'il y avait 8000 bins. Ça devrait quand même améliorer le temps de démarrage parce que Spring Boot va plus créer les bins à la volée. Au fur et à mesure, il va faire son code qui génère les bins, qui génère le code qui instancie les bins directement. Et donc, voilà, c'est les artefacts. Donc, pour les classes, pour les définitions des bins, voilà ce qu'il génère. Donc, il y a un répertoire spécifique, on voit toutes les classes qu'il a générées. Il y a des contraintes, encore. Donc, la configuration et le class path sont définis au moment de construction. Donc, ça veut dire toutes les bins conditionnelles que nous, avec un coup de configuration, on peut changer le profil, tout ça, en prod, ou voilà, sur votre machine pour changer les conditions d'exécution. On oublie parce que c'est défini au moment de construction. C'est le prix à payer. Donc, il y a une contrainte technique. On ne peut pas on peut pas utiliser les bins qui sont instanciés via lambda ou les références de méthode. Bon. On n'utilise pas souvent, voire jamais. Et une contrainte ou plutôt bonne pratique, qui est exprimée par l'équipe de Spring Boot. Donc, si vous voulez vraiment profiter de Spring IoT, il faut que votre bin, quand vous le déclarez, il faut que le type de ce bin soit le plus précis possible. Donc, les interfaces, on oublie. Et voilà, c'est à peu près l'essence de toutes les contraintes et bonnes pratiques. Il y en a d'autres qui rentrent un petit peu plus en détail. Je vous invite à les découvrir sur le site de Spring Boot directement, si vous comptez profiter de Spring IoT et peut-être de l'image native. Maintenant, les problèmes pour notre application Legacy. On a la déclaration des bins encore en XML. Et là, Spring IoT ne les aime pas. Donc les classes abstraites, donc les bins abstraites de XML, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Est-ce que quelqu'un a déjà déclaré les bins en XML dans cette salle?
Ouais, merci. Donc, c'était juste permettait de regrouper les attributs. Donc, c'était pas vraiment des classes abstraites, c'était juste le regroupement des attributs dans XML tout simplement. Et Spring Utility les aime pas. Donc, moi, je les ai virés. Je dis OK, j'ai dupliqué les attributs. Ça s'est bien passé. Maintenant, dans la configuration XML, encore une fois, on passe les paramètres à nul. C'était possible dans XML. Et les bins, les codes générés, quand ils s'exécutaient, ça jette une null pointer exception. OK. Donc, on modifie un peu le code, on ajoute les constructeurs sans ces paramètres qui sont finalement optionnels. Et le problème assez récurrent dans les applications legacy, on a des cycles entre les bins. Alors, il y a deux options. Faire le refactoring. Voilà. Non, des fois, on ne peut pas se permettre. Et il y a une autre joker. En fait, IoT, tout ce qu'il a envie de savoir, c'est l'ordre dans lequel les bins sont instanciés. Et quand il y a des cycles, en fait, il ne sait pas par quel bout commencer. Donc, en runtime, il se débrouille avec d'autres moyens. Par contre, IoT, il a besoin de savoir par quel bout commencer. Et l'ordre, on peut définir avec lazy. Donc, le dernier bin qu'on a injecté, qui est dernier dans la chaîne de le cycle, on peut juste poser un coup de lazy dessus et comme ça, Spring sait. Donc, c'est plus déterminé l'ordre dans lequel il instancie. Spécial dédicace au cycle. Parce que, attention, s'il y a un cycle, quand vous démarrez votre appli, il va vous dire un problème par un problème. Alors, on perd le temps. Si vous voulez sortir tous vos cycles d'un coup, il faut utiliser quelque chose comme expression de graphe. Moi, j'utilise une bibliothèque ggraph-t. Et avec quelques lignes de code, je peux sortir tous mes cycles d'un coup et faire le nécessaire d'un coup. Chouette. Donc, ça donne à peu près ça. Donc, ça donne la liste. Donc, c'est à vous à décider où vous posez votre lazy. Maintenant, les résultats. Je m'attendais un peu. C'est le gain juste de 13%. Bon, c'est mieux que rien, quand même. Pourquoi aussi peu? Bon, pour plusieurs raisons. Surtout parce qu'on ajoute des classes. Donc, on génère le code, on ajoute des classes qui est des Spring Definition. Ça ajoute quand même un certain nombre, qui est presque 7000 des classes. Et là, on s'est dit, les classes qui sont chargées, peut-être qu'il y a un moyen de combiner avec d'autres méthodes. Donc avec CDS, ça va se marier super bien. Maintenant, le dernier méthode d'optimisation, c'est CRAC. Coordinated Restore at Checkpoint. C'est une fonctionnalité qui est basée sur la fonctionnalité Linux, qui est Checkpoint Restore in User Space. L'idée est super simple. On prend notre processus de la JVM et on fiche son état, on prend un snapshot de tout ce qui se passe. Mémoire, registre, tout. Et on le serialise, on le dump dans les fichiers. Et après, on peut utiliser ce dump pour bootstrapper l'application. Crack va un petit peu plus loin, c'est un surcouche. En fait, quand on dump l'état, et ça se trouve dans l'application, il y a des ressources ouvertes, il y a des choses qui sont en cours d'exécution, et du coup, c'est pas facile ni faire un checkpoint, ni faire un snapshot, ni de restaurer l'état de quelque chose qui est en train d'être utilisé. Donc, Crack impose une solution très simple. Si vous voulez faire un snapshot, il faut tout fermer. Donc, il propose une approche simple. L'application est consciente qu'on va faire un snapshot. On lui dit, attention, prépare-toi, on va faire un snapshot, fais quelque chose. Donc, il se prépare, on fait le snapshot. Et après, quand on le restaure, il dit, toi, t'es démarré en état très spécifique. On te restaure de dump. Alors, si tu as à faire quelque chose, fais-le maintenant. Après, tu vas t'exécuter. Donc, il fait ses préparatifs pour rentrer en mode nominal d'exécution. Et entre les deux points, dans le temps, l'application n'est pas consciente de ce qui s'est passé pour elle et elle a continué, à part juste les points de notification, elle a continué de s'exécuter.
Alors, quand on a parlé de préchauffage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les performances de votre AGVM chauffé sont proposées tout de suite. Vous n'avez pas à chauffer, encore une fois, votre instance. Plus en détail, si on parle de contraintes, alors pas de ressources ouvertes. Comment faire? L'API de Crack propose l'interface à implémenter. Donc ça, si vous avez des bibliothèques propriétaires, ça a à vous à faire. Donc, il y a des before checkpoint, after restore. C'est là où on implémente. Je ferme en ressources. Je mets à l'état approprié pour qu'on me prenne en action point. Spring aussi, donc son life cycle qui existe déjà, donc life cycle stop et start. Si vous l'implémentez, donc pour l'application Spring Boot, c'est plutôt ça qu'il faut implémenter. Après, un très gros point noir de Crack, c'est que, comme on dit snapshot de mémoire, c'est dit peut-être il y a des données sensibles dedans. Ça peut être, dans notre cas, ça peut être des données passion. Ça peut être aussi, par exemple, de secrets, tout simplement. Si on n'a rien fait, il va être dumpé. Et avec un peu de ténacité, l'attaquant pourrait, ce secret, il pourrait juste prendre de l'image prise. Et une autre contrainte, évidemment, comme on prend le snapshot de tout, donc il faut l'architecture de la machine sur laquelle vous restaurez devrait être identique. Maintenant, la mise en place. Aujourd'hui, il n'utilise que 2 fournisseurs de GDK qui supportent Crack. Donc, c'est pas dans OpenGDK, mais ça se base sur OpenGDK. C'est Liberica GDK de Bellsoft et Zulu GDK de Azul. Notre contrainte, les privilèges pour faire un snapshot et pour restaurer, il faut des privilèges root pour un utilitaire très spécifique qui est créé, donc l'utilitaire de Linux. Et dans votre application, il faut ajouter l'API pour pouvoir s'interfacer avec la fonctionnalité de Crack. Pour créer checkpoint, pareil, un code de flag très simple. Intégration avec Spring, encore une fois, on prend l'image en refresh, donc contexte refreshed, et on dump à un endroit précis à notre application. Ça, c'est façon Spring. Si vous ne voulez pas utiliser Spring, il y a d'autres façons. Donc, soit vous pouvez faire ça depuis l'API directement, soit vous pouvez faire ça en utilisant l'utilitaire GCMD. Donc, à vous de voir. Et l'utilisation, tout simplement, on dit, la GVM, on démarre à partir de dump. Si vous voulez avoir plus de détails techniques, sur le site d'Azul, c'est très, très, très bien détaillé. Vous pouvez aller faire un tour. Et les problèmes qu'on peut rencontrer, ça tourne toujours autour de la problématique de ressources ouvertes. Donc, vous allez avoir ce type d'exception assez souvent. Donc, dans notre cas, on a des librairies propriétaires. Donc, dans notre cas, nous sommes obligés, si vous profitez de Crack, d'implémenter les interfaces before checkpoint after restore. Après, dans notre cas, notre configuration était spécifique. Donc, notre pool de connexion, on avait une configuration très spécifique. Donc, Spring, quand c'est spécifique, il dit bon, c'est pas mon truc. Il fallait s'en occuper explicitement et rentrer nos ressources qu'on gère nous dans le moule de prise en charge par Spring. Donc, heureusement, il existe une classe déjà toute faite, Hikari Checkpoint Restore Lifecycle, pool et pool Hikari. Donc, il faut juste créer un bit de ce type, ça va rouler. Après, pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à faire un checkpoint en refresh. Donc, les raisons peuvent être multiples. Donc, vous avez les librairies propriétaires que vous n'avez pas encore trouvé le code exact. Et bon, voilà, ça laisse les ressources ouvertes. Pas de panique, vous pouvez toujours faire le checkpoint à partir du code directement. Vous pouvez implémenter un endpoint qui fait le restore à un point précis. Ou vous pouvez utiliser utilitaire GCMD sur la machine où tourne votre application. Après, l'erreur qu'on voit souvent dans l'application Spring, c'est qu'on essaie d'initialiser beaucoup de choses à l'endroit où on n'est pas censé le faire. Donc, on essaie de chercher d'autres bins, aller chercher les données, etc., dans les points où sont réservés dans l'installation
que des bin Spring. Donc c'est after property set ou post construct. Il y a d'autres moyens que Spring propose pour faire cette initialisation plus complexe. Et ça tourne toujours avec il y a des life cycles qu'on peut utiliser. Ou en utilisant le contexte refresh event. Ça, là, on est sûr que le contexte est prêt. Donc ça, votre initialisation très complexe, vous pouvez faire après cet événement-là. Et le point dont on ne parle pas beaucoup dans la documentation, c'est que, en fait, c'est pas automatique. Le changement d'environnement, il faut le coder explicitement. Si vous prenez votre snapshot et vous voulez le déployer sur notre plateforme, par exemple, vous avez pré-prod et vous voulez faire ça sur prod, le changement de configuration, il faut que vous gériez ça de manière explicite dans votre code. Par exemple, quand vous faites une restauration. Et les résultats. Wow. Alors, il y a beaucoup de contraintes, mais ça vaut le coup. Après, à voir si ça convient dans votre cas. Donc, il y a une augmentation de presque 100%, le gain de presque de 100%. Donc, on passe aux millisecondes. De minutes, on passe aux millisecondes. Et on gagne en mémoire, parce que voilà, on se débarrasse de tout. Par contre, en contrepartie, aussi, waouh, on a 1 giga de livrables en plus. Donc, tout simplement, c'est le dump de mémoire. Si vous voyez, c'est la taille de mémoire en fait qui dumpait. Mais ça se compresse très bien. En tout cas, pour déplacer, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que ce soit décompressé pour pouvoir être utilisé. Et j'arrive à la conclusion. Donc, slide un peu chargé. J'essaie de récapituler de tous les avantages et inconvénients. Après, est-ce que l'optimisation pour une application réelle legacy est possible? La réponse, bien sûr, est oui. Mais il y a un prix à payer. Il y a des contraintes à respecter. À vous de voir si vous êtes d'accord avec ça. Et le plus important, surtout gardez vos composants du socle à jour. Parce que c'est exactement ça qui va vous permettre de profiter des dernières fonctionnalités. Donc, à part des problèmes de sécurité, etc. De problèmes de sécurité et de nouveautés. Et voilà, la version GDK la plus récente possible est recommandée. Donc, pour Crack, c'est la méthode la plus contraignante. Donc, il faut un GDK spécifique. Aujourd'hui, c'est open source, mais on ne sait pas comment ça va se passer demain. Gérer les données sensibles en mémoire, c'est à vous de décider qu'est-ce que c'est une donnée sensible, comment on s'en débarrasse au moment de prise de votre image. Donc, machine devrait être identique là où vous avez pris l'image. Donc, du coup, ça peut être soit machine identique, soit l'environnement containerisé ou virtualisé. Donc, ça passe. C'est très bien. Et gérer le changement de configuration. Donc, si vous changez d'environnement, c'est à vous de gérer. Après, le CDS applicatif, où il y a moins de contraintes, juste le déploiement décompressé. Il y a des outils pour faire ça, c'est très bien. Et pour profiter des dernières fonctionnalités, il faut un GDK. Bon, c'est préférable d'avoir un GDK dernière version, dernier LTS au moins. Esprit intuitif sur GVM, c'est un peu plus entre les deux, c'est quand même contraignant. Donc le ClassPass et les BIM conditionnels sont définis en moment de construction. Vous ne pouvez pas changer la configuration après. Pas de dépendance cyclique, donc ça à vous de gérer, comme vous le souhaitez. Par contre, ça peut être combiné avec d'autres méthodes. Donc CDS et IoT peuvent être combinés sans aucun souci. Et factuellement, voilà la comparaison juste pour mettre ça tout ensemble. Donc, Crack, le plus spectaculaire, mais la contrepartie aussi aussi spectaculaire. Donc, la taille de livrable augmente drastiquement. CDS, c'est une très bonne option. En tout cas, pour notre cas, c'était notre conclusion. Pas très contraignant. À gain non négligeable. Et la seule chose est le dernier LTS de GDK. Et le tas de livrables augmente légèrement. Donc pour nous, c'est l'option sur laquelle on va peut-être investir davantage par la suite. Esprit IoT, bon.
On peut peut-être le combiner avec CDS. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'objectif de Spring AET, c'est pas être utilisé en mode JVM, mais plutôt aller vers image native. Mais c'était rigolo d'expérimenter avec. J'ai fini. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez compris quelque chose. Et voilà, si vous voulez donner un feedback, ça me ferait très plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour la conf. J'avais une question, du coup, si j'ai bien compris, vous avez choisi la deuxième option, CDS. C'était une expérimentation, c'était la première étape pour se rendre compte des contraintes, etc. Mais c'est une conclusion vers laquelle on tente. Okay. En fait, c'est sur quoi on pense d'investir par la suite. Ok. Et est-ce que vous êtes posé les questions sur l'automatisation ou l'industrialisation de générer vous pouvez nous en parler un peu? Comme vous avez vu, donc il y a tous les outils qui sont mis en disposition qui permettent sans aucun souci d'intégrer ça dans CI/CD. Donc génération de l'archive, ça peut être automatisé, il n'y a aucun souci. Ça suffit d'avoir juste votre livrable, d'un bon environnement cible, avec tous les outils, toutes les possibilités de virtualisation, on arrive à le faire facilement. Et tout ce qu'il nous faut, c'est juste un CDS, c'est tout, l'archive, et on le génère très facilement. J'ai juste une question sur le crack. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on peut prendre le snapshot? Alors, je reviens. Les contraintes. On le sait parce que l'API de crack nous appelle. Il nous provient. Attention, tu vas être pris en snapshot. Et c'est les callbacks qui sont soit before checkpoint pour le mode classique sans Spring, Java classique, où Spring s'intègre avec Crack et son lifecycle, son interface lifecycle stop-start, donc stop, c'est là où il faut que tu mettes ton code pour se préparer à la prise de snapshot. On le prend quand on a géré les choses, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. la question, c'est à quel moment... Ah oui, bien sûr, tu as tout bien compris. Effectivement, l'avantage, donc Spring a choisi de mettre un event très fraîche, donc la VM n'est pas forcément chaude, mais déjà il dump toute l'initialisation, donc du coup le démarrage est instantané. Par contre, si tu veux vraiment profiter de Crack, ça serait encore plus intéressant de faire à un moment quand elle est effectivement chaude. Donc c'est à toi de choisir, peut-être vous avez des mesures, voilà. Le moment quand vous comprenez, ça c'est bon, peut-être vous avez des tests de charge qui chauffent votre machine, qui chauffent votre JVM. C'est à vous, effectivement, de décider, d'identifier dans le temps le moment à prendre. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez expérimenté des solutions comme GraalVM, enfin en gros d'avoir l'application en code natif? Oui. Alors on s'est posé la question et comme peut-être c'était pas clair, nous aujourd'hui c'est pas notre cible. Notre cible, on reste sur la JVM. Donc pour nous c'était intéressant d'expérimenter avec Spring AUT, qui est une étape préparatoire pour faire une image native, mais on n'est pas allé plus loin. Peut-être si il fallait prioriser, il fallait choisir, et on a choisi de ne pas aller jusqu'à image native. Dans notre cas aussi, on voudrait utiliser les solutions open source et GraalVM, la version open source. Il me semble que la version de Garbage Collector il me semble que Cyril, je ne veux pas dire le bêtise, mais en tout cas celui qui ne convient pas pour notre cas. Et c'est la version payante, donc Enterprise, je crois, de GraalVM, qui propose les images avec des Garbage Collector appropriés à notre cas d'usage, qui est une application monolithique avec riche fonctionnalité. Les Garbage Collector, on va tourner à gogo. Donc c'est pas une fonction qu'on va déployer dans le cloud. Voilà. Merci.
Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais juste savoir, par curiosité, combien de temps ça a pris de faire toute cette étude? Oula, alors j'ai pas dormi pendant... en fait, c'est un... Pour vous raconter toute une histoire, en fait, j'ai fait une conf précédente qui explorait beaucoup plus de méthodes, et d'ailleurs GraalVM également, sur un projet Joujou, maison de poupée, voilà, projet de démo. Il y avait une question dans la salle. Alors, comment ça se passe pour une vraie application? Et je dis, allez, je relève le challenge. Et mon employeur voulait bien me suivre. Je remercie infiniment. Et donc, ça porte ses fruits. On a identifié une méthode. Et donc, voilà, c'était ça. Et à partir du moment... Donc, la question était posée en novembre, l'année dernière. Et je me suis intéressée au sujet de près, peut-être début avril. Okay. Donc, à vous toute seule, vous avez fait... J'étais pas toute seule. Ok. J'étais pas toute seule. Très bien. Merci. Mais effectivement, ça prend du temps. Surtout quand tu bloques sur les points, tu dis, ouais, je peux plus avancer, non, je vais jamais réussir. Mais en fait, si. Bonjour Dasha, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'ai une petite question. Moi, sur les derniers projets sur lesquels j'avais travaillé, notre problème, c'était dans le cadre de la CI, c'était le temps de compilation. Donc là, c'est super. Les gains sont géniaux là pour le runtime, le temps que ça met à démarrer. Mais par contre, sur le build, du coup, nous, par exemple, ça nous poserait un gros problème parce qu'on est sur des temps de build énormes. Est-ce que tu as pu explorer des solutions pour... est-ce que c'est compatible, notamment les commandes que tu as lancées pour faire, par exemple, de faire du multithreading quand tu fais de la compile? Est-ce que tu as pu explorer des choses? Ça sera peut-être le sujet de ta prochaine conf, j'espère. Peut-être, tiens, une bonne question dans la salle. Ok, je note. C'est pour ça que je regardais aussi d'autres métriques. Donc, c'est pas que le temps de démarrage. Et on va voir qu'il y a quand même une différence. Encore une fois, est-ce que c'est possible de faire ça en notre cas? Donc, notre application est déjà assez large. Donc, ça prend une dizaine de minutes de compiler. Donc, on voit bien que là, par instant, bon, on reste au-dessous de 30% pour chaque méthode. Donc, c'est peut-être acceptable. Donc il faut peut-être plus de jobs ou peut-être les paralléliser, voilà. Parce que cet artefact-là, c'est pas vraiment conséquentiel. Ça peut être fait une seule fois. On n'est pas obligé de le faire peut-être à chaque fois non plus, parce que c'est juste optimise le temps de démarrage. Il faut peut-être vérifier de temps en temps que l'artefact qu'on a vérifié, il est toujours, les tests passent toujours, tout ça. Mais on n'est pas peut-être obligé de le faire ça à chaque fois. Et attention pour GraalVM, là ça explose. Bon, et ben merci.